Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis le docteur Aurélien Waters. Je suis cardiologue et électrophysiologiste et je vais vous entretenir aujourd'hui d'un topo assez intéressant et bien d'actualité que sont les applications de santé, les informations que l'on peut en tirer, les espoirs que l'on peut y mettre. On va vous faire un petit topo de ce qu'il existe sur le marché actuellement et ce que l'on peut en faire. Alors la santé, elle suit un petit peu l'évolution du monde, hein. Vous avez vu votre bureau changer en 40 ans, là, sur les 40 dernières années. Vous avez vu disparaître toute une série d'objets qui sont devenus futiles. Et tout s'est véritablement rassemblé, s'est concentré sur un ou deux outils excessivement importants. Votre téléphone portable, votre ordinateur portable et votre montre, qui sont finalement les trois choses que vous gardez presque tout le temps autour de vous. Et les patients font de même, et dans la santé, c'est la même chose. Parce qu'effectivement, on a vu apparaître au cours des dernières années toute une multitude d'outils sur nos téléphones portables, sur nos montres, qui nous donnent des informations médicales. Température, fréquence cardiaque, bruit cardiaque, électrocardiogramme pour la cardiologie, mais pour dans d'autres spécialités également, des images essentiellement, hein, que ce soit pour les ORL, les ophtalmologues ou les dermatologues. Les téléphones portables sont devenus capables d'amener des informations tout aussi bonnes que des informations que l'on obtenait préalablement dans les cabinets de consultation. L'ensemble de ces objets connectés, intelligents, capables d'amener des informations, fait partie plus globalement de ce qu'on appelle la e-santé. La e-santé, vous l'utilisez tous les jours au quotidien, lorsque vous encodez des données dans votre dossier patient informatisé, lorsque vous surveillez les patients par des objets connectés, télémétrie, etc., tout ça fait partie de la e-santé. Évidemment, les objets connectés sont une toute petite partie de cette santé électronique. C'est véritablement ce qu'on appelle la santé mobile, qui est vraiment à l'intersection avec la télémédecine. La télémédecine, c'est la surveillance du patient à distance, à sa maison, et la santé mobile, c'est tout ce que les patients portent sur eux et qui peut nous apporter des informations. Ces applications connectées dont on parlait aujourd'hui sont vraiment à la jonction entre la santé mobile et la télémédecine, parce qu'elles vont concerner à la fois des patients asymptomatiques et des patients symptomatiques que l'on va mieux suivre grâce aux outils connectés dont nous disposons aujourd'hui. Comme je vous le disais, on va essentiellement parler de deux principales préoccupations actuelles, que sont à la fois le patient asymptomatique chez lequel ces applications vont nous permettre d'affiner notre dépistage cardiovasculaire, d'apprécier mieux le risque de ce patient en permettant de définir s'il est porteur d'hypertension artérielle, s'il est porteur de troubles du rythme, s'il a des caractéristiques intrinsèques qui nécessitent qu'on le suive de manière plus précoce et plus assidue. De l'autre côté, toutes les applications connectées qu'on a aujourd'hui permettent pour le patient symptomatique à la fois d'affiner le diagnostic, et là c'est principalement pour le patient rythmologique au sens large, le patient qui souffre de palpitations. Grâce aux objets connectés, on va pouvoir lui apporter un diagnostic, mais également pour le patient qui présente un AVC et chez qui il faut trouver une étiologie à cet AVC. Et enfin, c'est également très important pour le suivi des patients. Le suivi des patients à domicile, lorsqu'ils sont sortis d'hospitalisation, pour éviter la réhospitalisation, diminuer la morbimortalité. Et enfin, lorsque l'on fait éventuellement des procédures d'ablation chez des patients rythmologiques, ces objets connectés vont nous permettre de nous assurer de la réussite de cette intervention et de nous assurer de l'absence de récidive. Lorsqu'on parle d'objets connectés, je pense qu'on doit commencer par parler de la montre. La montre, à mon sens, est vraiment l'outil par excellence. C'est un outil qui est facile pour les patients parce qu'on la porte tout le temps, au poignet, jour et nuit. La plupart des patients en ont déjà une même. Et on a une gamme de choix très étendue.
La base de tout, c'est vraiment le cardiofréquencemètre. C'est la montre des sportifs. C'est celle qui permet de mesurer la fréquence cardiaque, battement par battement. On la trouve évidemment principalement chez une population un peu plus sportive, mais également chez une population sédentaire avec l'apparition de ce qu'on appelait les montres Fitbit, qui étaient là pour un petit peu pousser les gens à la pratique sportive, et qui sont des montres qui vous donnent quand même déjà une bonne quantité d'informations. Cardiofréquencemètre, la fréquence cardiaque, c'est vraiment la base. Ensuite, on a des outils un petit peu plus perfectionnés qui nous donnent la saturation en oxygène, la tension artérielle, mais là, il faut vraiment un bracelet gonflant, donc ça, c'était un petit peu plus rare, et l'électrocardiogramme qui est en train vraiment de se généraliser. On va revoir ensemble comment est-ce qu'on peut avoir un électrocardiogramme, une dérivation, mais vraiment, ça, c'est en train d'exploser complètement. Alors, le principe pour avoir une mesure de la fréquence cardiaque, c'est on va utiliser ce qu'on appelle la photoplétismographie. On va utiliser en fait l'onde de pouls. On a une onde de pouls, ici en vert, qui suit chaque battement cardiaque, ici symbolisé par un électrocardiogramme. Il y a évidemment un petit délai entre l'activité cardiaque et l'onde de pouls en périphérie, mais il existe une très bonne corrélation, ici dans une étude de validation d'une des techniques, très bonne corrélation entre l'électrocardiogramme de surface que l'on obtient avec un intervalle RR et l'intervalle RR que l'on obtient en utilisant la photoplétismographie. On a une très bonne corrélation que ce soit pour des basses fréquences ici en haut ou des hautes fréquences cardiaques. Alors voilà ce que le patient vous amène. Principalement, ce sont des screens des téléphones portables. Qu'est-ce que l'on voit? On le voit principalement des activités physiques. Premier exemple, le patient a fait une sortie vélo, il le mentionne et il vous le montre, effectivement, fréquence cardiaque qui au cours de la journée est basse, qui monte lors de l'activité vélo et qui redescend après. On voit ici encore une autre activité physique. Alors ça c'est déjà intéressant parce qu'effectivement vous avez déjà une idée sur la capacité sportive du patient, mais également sur sa récupération, on verra à quel point c'est important. Autre exemple, cette fois-ci c'est pas du vélo, c'est du running. Même chose, mais vous voyez ici, il y a du running à haute intensité, puisqu'il est quasiment à fréquence cardiaque max là pendant tout un temps, et puis ça descend. Information importante de l'activité physique. Mais également des informations importantes sur la non-activité. Ici, c'est un patient qui est au repos, et vous voyez une énorme variabilité de la fréquence cardiaque, avec une base aux alentours de 100 battements par minute, et des pics qui vont jusqu'à 150. Quand le patient est au repos, ça doit allumer une petite lumière dans votre tête pour vous dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Alors, comme je vous le disais, dans le dépistage cardiovasculaire, simplement la mesure de la fréquence cardiaque de repos est déjà un indicateur. Alors, ça n'est pas un indicateur sur lequel, ce n'est pas un facteur de risque bien établi, aussi bien établi que l'hypertension artérielle, le tabagisme, le cholestérol, le diabète, etc. Mais ça vous donne un indice sur le niveau de santé de votre patient. Et on le voit très clairement parce qu'on regarde cette belle courbe en J avec un nadir aux alentours de 60-65 battements par minute. Dès que l'on augmente la fréquence cardiaque, que l'on soit diabétique ou pas, peu importe, on a une augmentation du risque cardiovasculaire. On a également une augmentation, mais plus faible, du risque cardiovasculaire pour des basses fréquences, plus difficile à comprendre, mais probablement lié à la surmédication, donc au fait que les patients qui sont porteurs de pathologies cardiovasculaires sont médiqués, principalement par des bêta-bloquants, et donc ont tendance à avoir des fréquences cardiaques parfois plus basses. Il y a beaucoup d'explications physiopathologiques pour vous dire pourquoi la fréquence cardiaque est un marqueur de risque, et il y a aussi beaucoup de raisons pour lesquelles c'est un facteur de risque. Mais il n'y a pas que la fréquence cardiaque de repos qui est un facteur de risque. Il y a également, comme je vous le disais, la récupération à l'effort. Ici, c'est une méta-analyse qui a classé les gens entre des gens, qui a classé la population entre bons récupérateurs après l'effort, c'est-à-dire une fréquence cardiaque qui descend vite, plus de 20 battements à la minute en moins au cours des 2 premières minutes de récupération, versus les non-récupérateurs. Et qu'est-ce que l'on observe? Que les gens qui sont des mauvais récupérateurs, donc une fréquence cardiaque qui diminue peu, ont un risque de mortalité toute cause, ici all cause mortality,
qui est presque équivalent à 2 fois la population générale, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Toutes ces mesures que l'on a pu obtenir par cardiofréquence-mètre ont même abouti à quelques patterns. Mais comme vous savez, les médecins sont fans de classification. Eh bien, on a abouti à des classifications que l'on peut reconnaître lorsque l'on observe des évolutions de la fréquence cardiaque au cours de la journée. Le sommeil, un sommeil récupérateur, un sommeil non récupérateur, que l'on peut voir après une prise d'alcool, mais également chez les patients qui ont par exemple de l'apnée du sommeil. On peut voir des patterns différents en fonction du type d'activité physique. On peut voir également l'activité du stress, que ce soit la conduite dans le trafic ou cette petite blague faite par les ingénieurs d'Apple lors des interviews chez Microsoft. Mais plus intéressant pour nous, on peut également reconnaître des patterns de troubles du rythme, fibrillation auriculaire et flotteur auriculaire. Ce que je vous montrais tout à l'heure avec cette énorme variabilité de la fréquence cardiaque était un pattern de fibrillation auriculaire que l'on peut observer chez certains patients. Ici, vous reconnaîtrez la fréquence cardiaque fixe du flotteur auriculaire à conduction variable. Vous allez avoir la conduction 2 pour 1, 3 pour 1, mais c'est surtout pathognomonique avec une fréquence cardiaque qui reste figée au cours de la journée. Ça, c'était pour la mesure simplement de la fréquence cardiaque. Mais certaines montres poussent l'intérêt un petit peu plus loin en permettant d'enregistrer un électrocardiogramme, une dérivation. Quelle dérivation va être utilisée? C'est la dérivation 1, qui est donc lorsque on va mesurer la dérivation entre le bras droit et le bras gauche en utilisant le bouton pressoir de la montre avec le doigt de la main droite et le fond de la montre ici qui est connecté à votre poignet gauche. Et donc vous avez dans le triangle de Einthoven la dérivation 1. C'est instantané, donc vous mettez votre doigt, vous activez l'application, vous mettez votre doigt, vous attendez que ça se stabilise et vous obtenez un électrocardiogramme, une dérivation. Plusieurs montres font ça, les montres Apple, les montres Samsung, également les montres Withings, mais également des objets qui ne sont pas des montres, qui évidemment perdent un petit peu en vitesse parce qu'évidemment ça vous rajoute un objet en plus. Le plus connu est le Cardia Mobile de AliveCore, dont je vous ai mis une photo juste ici, qui en mettant les doigts, un doigt, deux doigts, peu importe, sur chaque pressoir, vous obtenez sur votre téléphone portable une dérivation, toujours D1, de votre électrocardiogramme de surface, qui peut être enregistré, mis en format PDF et transmis à un médecin. Évidemment, comparativement à une montre, ceci vous n'avez pas forcément toujours sur vous, ça peut prendre un peu de temps avant de faire le diagnostic. Alors, ces électrocardiogrammes sont utilisés dans le patient asymptomatique, ils ont peu d'utilité pour le patient asymptomatique, tout venant, parce que bon, voilà, vous aurez un électrocardiogramme mais ça n'apportera pas grand-chose, mais dans une population bien spécifique chez qui on veut dépister des troubles du rythme et principalement la fibrillation auriculaire, il a montré son utilité. Dans des populations bien sélectionnées, c'est-à-dire des populations qui avaient présenté un AVC, le fait de chercher de la fibrillation auriculaire est souvent couronné de succès. Lorsqu'on les implante, ces patients, et c'est le graphe ici dans le panel de gauche, lorsqu'on implante ces patients avec un moniteur cardiaque sous-cutané, un Reveal ou une autre marque, peu importe, on voit qu'au bout de 30 mois, près de 40%, près d'un patient sur deux, va être diagnostiqué avec de la fibrillation auriculaire. Ça, c'est un geste invasif, c'est un outil connecté mais invasif, donc on ne va pas en parler ici. Et donc, on en dépiste beaucoup lorsqu'on implante ces appareils. Eh bien, l'Apple Watch, elle fait un peu la même chose dans cette population sélectionnée. Vous voyez que dans cette population sélectionnée ici, qui a une notification sur sa montre qu'il y a un problème du rythme et qui demande au patient de faire un électrocardiogramme, vous voyez que vous obtenez, au bout ici d'1 an, vous obtenez 43% de nouveaux diagnostics de fibrillation auriculaire. C'est une population excessivement sélectionnée, mais vous voyez que c'est excessivement efficace, comparativement à une population qui n'a pas cette notification, chez qui on fait du dépistage tout venant, chez qui on dépiste que chez 1% des patients. Vous voyez l'intérêt de ce genre d'outil.
Même étude avec le CardiaMobile que je vous montrais tout à l'heure, lorsque l'on fait un dépistage classique ici, versus un dépistage une fois par semaine de 30 secondes, on va jusqu'à 4% au bout de 1 an. C'est pas aussi bien qu'une montre connectée parce qu'évidemment on ne l'a pas tout le temps sur soi, mais on fait déjà mieux, on augmente d'un facteur 4 la capacité de diagnostic de la fibrillation auriculaire. Donc à nouveau, ces petits objets, beaucoup à gagner. C'est peu invasif, mais beaucoup à gagner pour le patient, en tout cas dans des populations bien sélectionnées. Et ici, ce sont des populations de gens qui ont fait un AVC et dont on présuppose qu'il est d'origine cardio-embolique. Alors, toujours dans la fréquence cardiaque, je vous l'ai mis un petit peu à part parce que c'est un peu différent. C'est une application sur votre téléphone portable, qui est Apple ou Android, qui utilise de nouveau la photoplétismographie, mais cette fois-ci grâce au flash de votre téléphone, que l'on applique sur la pulpe digitale ou la pulpe de la paume de la main, et qui va mesurer de la même manière l'onde de pouls. C'est également une technique qui permet de dépister toute une série de choses. Le rythme sinusal, vous voyez ici une régularité à peu près normale dans l'intervalle RR. Vous voyez que en termes de fréquence, c'est globalement stable au cours du temps. De la fibrillation auriculaire, où vous avez une alternance de fréquences, basse fréquence, haute fréquence, et ainsi de suite, une grande variabilité. Des épisodes de tachycardie, vous voyez, c'est la fréquence est basse, et puis tout d'un coup ça s'accélère. Et des battements ectopiques, des extrasystoles, fréquence stable, et puis des battements avec une fréquence plus rapide, une pause compensatrice, et ainsi de suite. Bref, il y a également toute une sémiologie. Avec cette application, je vous en parle un peu plus tard et un peu moins longuement, parce que selon moi, elle est un peu moins validée que les applications qui vous permettent d'avoir un électrocardiogramme, une dérivation, qui est selon moi le gold standard à obtenir. Non seulement c'est le gold standard à obtenir, mais c'est repris dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie, dans les recommandations sur la fibrillation auriculaire publiées l'année passée en 2020, où il mentionne qu'il est important, il est même recommandé de faire un dépistage systématique de la fibrillation auriculaire chez les patients de plus de 75 ans ou à haut risque d'AVC. Et il est recommandé de faire un dépistage opportuniste, quand on voit le patient, de temps en temps, chez les patients de plus de 65 ans. Alors, comment est-ce qu'on fait du dépistage de la fibrillation auriculaire? Eh bien, les recommandations listent tout. Le fait de prendre la tension et le pouls, le fait d'utiliser une application par smartphone, le fait d'utiliser une montre connectée, un électrocardiogramme, une dérivation, par bâton connecté, par téléphone portable, par Cardia ou par montre, le fait d'avoir un électrocardiogramme une mesure continue par ceinture, le fait d'avoir une télémétrie, un holter de longue durée, un patch ou un reveal, un moniteur cardiaque sous-cutané. Tout est repris, mais ce qui est très important, c'est que le diagnostic définitif doit être fait sur un électrocardiogramme, une dérivation au minimum ou 12 dérivations qui montrent de la fibrillation auriculaire. Donc, un dépistage par le pouls ou par l'application ou par une montre qui prend simplement la fréquence ne suffit pas à poser un diagnostic de fibrillation auriculaire. C'est important parce qu'évidemment, ça va nous amener à traiter le patient, à donner des médications qui peuvent parfois amener des effets secondaires. Il ne faut pas oublier que le diagnostic définitif, c'est un électrocardiogramme. Alors, je vous ai juste listé quelques exemples de ce que l'on peut trouver en consultation. Ce sont des exemples vécus. Ici, qu'est-ce que l'on observe? C'est un tracé par une Apple Watch où l'on observe un rythme sinusal. Vous voyez bien les ondes P qui précèdent chaque QRS. Ici, on la voit excessivement bien. Vous voyez, la qualité est excellente. Et vous voyez un battement extrasystolique, une extrasystole ventriculaire. Ici, un tracé par le Cardia, très parasité. En fait, c'est simplement un rythme sinusal avec des extrasystoles et des parasites. Toujours bien se fier aux parasites, pas croire que parce qu'il y a marqué possible atrial fibrillation, c'est de la fibrillation. Ça peut également être des parasites.
Ici, un tracé Apple Watch qui vous montre un bel exemple de fibrillation auriculaire sur un électrocardiogramme, une dérivation. Vous ne voyez pas d'onde P régulière, vous voyez des intervalles courts, des intervalles longs, vous voyez une extrasystole. Vous pouvez poser sur ça un diagnostic de fibrillation auriculaire et vous pouvez commencer à traiter le patient pour son anticoagulation, mais également pour son traitement antiarythmique. Et puis parfois on a des surprises. Tracé de cardiamobile pour un patient qui fait des palpitations, on s'attend à trouver de la fibrillation auriculaire, et non, on trouve de la tachycardie ventriculaire excessivement rapide. Évidemment, ça c'est une petite surprise quand on fait ce genre d'enregistrement. Le traitement n'est pas le même, mais on est bien content d'avoir le diagnostic quand même chez ce patient. Deuxième type de patient pour lequel on va discuter et pour lequel on va terminer cet exposé, c'est le patient insuffisant cardiaque. C'est un patient excessivement clé dans un service de cardiologie, difficile à traiter parce que le traitement est lourd, le suivi est lourd, et surtout, le risque de réhospitalisation et le risque de mortalité est très élevé. Et donc, on est en train de mettre en place toute une série d'outils pour permettre de garder ces patients à domicile et d'améliorer leur qualité de vie et leur survie. Pour aider ça, les objets connectés ont une place. Parce que quand ils sont à la maison, forcément, ils ne sont pas à l'hôpital, on les suit un peu moins bien. Or, il y a toute une série de données dont on a besoin et qu'on a envie que le patient collecte. Ça va être le poids, la tension, la fréquence cardiaque. Ces éléments-là sont essentiels. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont vraiment essentiels pour le suivi du patient insuffisant cardiaque. Et les collectes de poids et de tension sont prises quotidiennement, enfin en tout cas sont demandées à tous les patients dans une clinique d'insuffisance cardiaque. Et les objets connectés vont pouvoir nous aider non seulement à collecter ces données, mais également à les transmettre dans les centres de soins. Évidemment, vous vous rendez bien compte que ça amène un problème lié à la quantité de données à traiter. Cette quantité peut être phénoménale dans certains centres qui suivent de nombreux patients. Il va falloir des gens derrière ça, derrière ces données pour les analyser, pour les interpréter et pour renvoyer chez le patient des alertes quand il faut, le rappeler, amener des changements de comportement, de l'éducation au patient. Tout ça, ça demande des gens et du temps. Et actuellement, c'est là que le bas blesse parce que les outils, on les a, mais on n'a pas tellement le manpower. Alors je vous le disais, dans l'insuffisance cardiaque, il y a beaucoup de technologies disponibles pour le suivi à distance. Il y a des choses invasives dont on ne va pas parler, principalement le cardiomène, ce qui est donc une mesure de l'impédance, enfin de mesure indirecte de la pression dans l'artère pulmonaire qui vous donnera clairement une indication sur le taux de volémie du patient et la nécessité d'adapter son traitement. C'est une des techniques de suivi qui est validée dans les recommandations. Il y a d'autres techniques qui, elles, sont aussi invasives. Et enfin, il y a des monitoring non invasifs dont je vous ai déjà parlé, le poids, la fréquence et la tension. Les outils connectés existent, mais ce qui va clairement faire le changement, c'est le développement d'applications mobiles. Là, je pense qu'il y a beaucoup de travail en cours actuellement et c'est en train d'être validé sur des applications pour le patient qui vont permettre au patient d'encoder soit manuellement s'il n'a pas d'objet connecté, soit automatiquement par des objets connectés ses paramètres. Ça va être renvoyé à son centre qui fait le suivi, qui peut adapter son traitement. Évidemment, les applications mobiles, ce n'est pas uniquement pour ça, ça peut également servir à plein d'autres choses, ça peut encoder le traitement, ça peut faire de l'éducation aux patients, et je pense que ça, c'est clairement l'élément sur lequel on va travailler dans les années prochaines, et sur lequel il faut encore faire du travail, parce que ce n'est pas encore validé au niveau scientifique. Toutes les études, depuis une dizaine d'années, qui ont été publiées sur les différentes techniques de suivi du patient à domicile, par des objets connectés, par des applications, par des cliniques, etc., n'ont pas pu démontrer que le télémonitoring diminuait la mortalité, diminuait le risque d'hospitalisation. Ça va être clairement l'objet des prochaines études, arriver à démontrer que ça fonctionne.
Et clairement, dans les recommandations qui datent de cette année, des recommandations insuffisance cardiaque 2021, il est clair qu'il n'y a pas un seul type de télémédecine et que chaque approche doit être évaluée selon le mérite individuel. Et clairement, il va falloir trouver une bonne technique pour un bon patient. Et ça va être le travail des prochaines années. Alors, les objets connectés, pour terminer, c'est une grande quantité d'informations pour le patient et pour le médecin. C'est une aide précieuse au diagnostic. Moi, clairement, je peux vous dire, à titre individuel, étant électrophysiologiste, ça a complètement changé mon travail au quotidien. Je n'utilise quasiment plus d'Holter, j'utilise énormément ces objets connectés. J'ai fait un nombre incalculable de diagnostics grâce à ça. C'est pour moi primordial. C'est également une aide au suivi du patient et au follow-up des patients fragiles. Simplement, il y a quelques problématiques. La validité scientifique n'est pas encore optimale pour tout et nécessite de nouvelles études. La gestion des données est problématique, la masse de données est phénoménale et il faut des gens derrière pour les analyser et pour faire un retour vers le patient. Et enfin, il n'y a actuellement pas de remboursement, que ce soit pour le télémonitoring rythmo, insuffisant cardiaque, il n'y a pas de remboursement là-dessus. On y travaille, il y a des groupes de travail auprès de l'INAMI pour rembourser cela, mais c'est encore un travail de longue haleine. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir été clair et vous avoir ouvert sur ce monde intéressant des objets connectés. Et j'espère que vous en retirez quelque chose d'intéressant pour votre pratique de tous les jours. Merci beaucoup.